Fulgrim, le fils parfait, un livre de Jude Reed. Prologue, le fils parfait. Il y a longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un puissant roi. Son règne avait surpassé ceux de tous ses prédécesseurs. Il apporta la paix à son royaume et à tous les territoires voisins. Sous sa tutelle paternelle, son peuple gagna en sagesse, en prospérité et en bonté d'âme. Mais le temps passa et le fardeau des années commença à peser sur les épaules du roi. Qui dirigerait son royaume quand il ne serait plus là? Et il engendra de nombreux fils, tous fiers, beaux et braves. Mais le troisième était le plus magnifique de la fratrie. Dès le berceau, sa beauté éclipsait celle de n'importe quel mortel. Ses yeux violets renfermaient toute la sagesse des éons. Et quand le fils grandit et devint un homme, la fierté de son père se mua en peur. C'était bel et bien le fils qu'il avait tant espéré. Ce fils parfait, qui le surpasserait en tout point et dont la légende occulterait totalement la sienne. Il exila le fils parfait et au fil du temps, le royaume jadis prospère connut la déchéance ravagé par la famine, l'oppression et la guerre. D'aucuns affirment que le prince en exil tomba aux mains d'un adversaire ancien. D'autres prétendent que ses frères belliqueux le cherchèrent afin de mettre un terme à leur querelle insignifiante et qu'il ramène la paix. Mais les plus sages, ceux qui entendent les vérités qui jaillissent des lèvres fidèles et font vibrer les cœurs fidèles, ceux-là savent que le fils parfait reviendra un jour à la tête d'une puissante armée afin de reconquérir le royaume de son père et restaurer sa grandeur d'antan. Et ce jour-là, un fils se tiendra à sa droite, son fils parfait à lui. Légende ancienne, auteur inconnu. Première partie, ambition. Chapitre 1. Tout ce potentiel gâché. Marduk Tamaris, membre des Emperor Children, commandeur des Perfecti, et maître lame de Fulgrim le radieux en personne, dégaina sa lame, plus par pitié que sous le coup de la colère. La horde mugissante à l'autre bout du champ de bataille avait peut-être été composée de nobles guerriers comme les siens, mais après des décennies de dévotion envers le dieu du courroux et de la ruine, ils n'étaient guère plus que des bêtes enragées. Leur chef était un immense guerrier équipé d'un casque à cimier. Son armure énergétique, autrefois magnifique, était tellement égratignée et cabossée que le rouge et le bronze avaient cédé la place au gris et à la céramique nue. Il brandit une hache énergétique rouillée au-dessus de sa tête et beugla un rugissement furieux et inarticulé. Tamaris attendit que les échos de ce cri de guerre se dissipent avant de parler. « Je suis navré de voir à quelle bassesse tu as sombré, cher cousin. »« Cousin » s'exclama l'apothicaire à ses côtés. « Cet imbécile n'est absolument pas mon cousin. » Tamaris secoua la tête, une expression de reproche feintée sur son visage. « Vénakar, dit-il, exprime-toi avec la distinction qui sied à quelqu'un de ton rang. Ce champ de bataille était autrefois un lieu sacré. » Si Vénakar donna une réponse, celle-ci fut noyée par un nouveau cri de guerre poussé par le champion maculé de sang. En des temps merveilleux, la structure brisée qui se dressait entre eux avait été un temple de marbre majestueux dédié à la quête de la douleur et du plaisir. Il avait depuis été avalé par le maestrum par le biais d'un acte de dévotion ou de profanation. Il existait par au-delà de la frontière de la réalité, fouetté par les courants, les remous du warp. Le temple n'était plus que l'ombre de sa gloire d'antan, maculé de sang et orné de peau et de scalpes sous un ciel perpétuellement embrasé. « Perfecti » lança Tamaris, « montrez-moi votre talent. » Comme mus par une volonté unique, ses frères de bataille firent un pas en avant. L'ennemi chargea. Il n'était même pas une trentaine, mais seule la moitié d'entre eux étaient d'espèces marines déchues. Les autres étaient un ramassis de désengendrés, des humanoïdes sans peau, armés d'épées à deux mains, des bêtes à quatre pattes, qui ressemblaient à des chiens de chasse, munis de colliers hérissés de pointes de fer. Tamaris sourit sous son casque. Il allait se faire un plaisir de les renvoyer à leur dieu. L'ennemi est impatient de mourir, apparemment, murmura-t-il. La horde hurlante se rapprochait rapidement. L'air empestait déjà le sang. Les courants du warp ondulaient dans le ciel. Le sol sous ses pieds bougeait et se révulsait
comme si lui aussi était avide d'en découdre. Il était temps désormais de montrer à l'ennemi ce qui arrivait à ceux qui faisaient la guerre aux empereurs Children. Ses aiguilles s'enfoncèrent droit dans sa nuque. Un froid fugace s'empara de ses membres. Ses pensées se firent plus claires. Vennakar n'était certes pas porté sur le respect des convenances, mais ses élixirs de combat étaient incomparables. Il eut soudain l'impression que l'ennemi se déplaçait si lentement que même les immenses colosses, dont les pattes arrière se contractaient et propulsaient les bêtes en une série de bonds puissants, progressaient à la vitesse d'un pachyderme. Vennakar émit un soupir d'extase, signe que lui aussi avait activé ses systèmes d'injection de stimulants. Bientôt tous les membres de sa bande se retrouvèrent à ses côtés. Leurs lames au clair, 12 guerriers, triés sur le volet par ses soins, des frères génétiques qui partageaient la même foi. Ses élus. Ils osent se dresser face à nous, lança-t-il. Mais sa propre voix lui semblait insupportablement pâteuse. Son esprit était devenu trop rapide pour sa physiologie transhumaine. Les bêtes fondaient sur eux, gueules grandes ouvertes, leurs langues noires pour lécher des crocs maculés de sang séché. Leurs griffes labouraient la terre, laissant dans leur sillage des sillons sanglants. « Montrez-leur combien ils ont tort », ajouta-t-il. Tamaris leva sa lame et se fendit à l'instant précis où le stimulus produisirent leur effet optimal sur son métabolisme. L'épée n'était pas une arme, mais une extension vivante de sa volonté. Elle faisait tout autant partie de lui que sa langue, elle était tout aussi acérée. D'une torsion du poignet, il imprima un mouvement à la lame qui vint lacérer la gorge d'un des molosses monstrueux, traçant une seconde bouche qui déversa des torrents de sang noir à moitié coagulés. La bête ouvrit la gueule pour hurler. Il l'acheva en enfonçant l'épée dans la gorge ainsi exposée. Puis, il arracha la lame et enjamba le cadavre avant que la lueur sinistre qui brûlait au fond des prunelles du démon ne s'éteigne. Un sanguinaire chargea dans sa direction, son immense hache à deux mains ramenée en arrière pour frapper. Tamaris fit un pas de côté au tout dernier moment et sépara la tête cornue des épaules osseuses. Un éclat de rire cristallin jaillit de sa gorge quand il songea à l'absurdité de la situation. Ces imbéciles avaient envisagé de se dresser contre lui. Les désengendrés ne mouraient pas, bien sûr. N'étaient pas non plus véritablement vivants, d'ailleurs, mais quelle importance! À chaque coup qu'il portait, à chaque adversaire qu'il affrontait, son talent d'escrimeur augmentait et se rapprochait de manière infinitésimale et graduelle de la perfection. À côté de lui, Vennakar se battait lui aussi en riant. Le couteau tronçonneur qu'il brisait déchiquetait les hordes de cultistes en haillons qui se jetaient sur lui, comme s'ils étaient possédés par un irrépressible besoin de mourir de ses mains. Certains de ses frères auraient exaucé ce souhait, mais Tamaris connaissait trop bien son second. Ce dernier frappait pour mettre hors d'état de nuire, pas pour tuer. Une fois la bataille terminée, il se livrerait à sa récolte de chair vivante pour distiller de nouvelles concoctions dans son apothécarion. Une besogne répugnante, certes, mais dont le résultat était éloquent. Où se trouvait le seigneur de guerre? Tamaris bondit sur les vestiges d'une statue renversée et contempla le champ de bataille depuis cette hauteur. Le visage Xéno sous sa botte, aussi imposant qu'Arino, possédait encore une beauté surnaturelle et incongrue. Mais il n'avait pas le temps d'admirer cette œuvre d'art antique. Le champ de bataille s'étendait tout autour de lui, les mouvements de chacun des combattants étant aussi clairs et prévisibles que si leur trajectoire était matérialisée par des lignes de feu. Il avisa le champion ennemi, entouré de 2 gardes du corps, sa tête cornue rejetée en arrière. Il tenait à distance les 3 perfecti en faisant décrire d'immenses moulinets avec sa hache tronçonneuse. Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour... Tamaris bondit. Athlète consommé, il aurait franchi cette distance sans effort, même sans son armure ou ses stimulants. Mais la présence de ces 2 facteurs transforma ce guerrier d'exception en un véritable missile vivant. Le champion tourna son visage hideux, ses yeux injectés de sang écarquillés, et Tamaris sourit. Le monde qui l'entourait était encore piégé dans une gangue de cristal. Ses moindres mouvements étaient limpides, précis, parfaitement calculés. Le seigneur de guerre monstrueux beugla un signe de défi, fit décrire à sa hache un arc de cercle pour décapiter Tamaris et rata sa cible. Arrière. L'ordre de Tamaris était adressé aux perfecti, pas à l'ennemi, et ils obéirent avec diligence, mais les gardes du corps du Wild Eaters
ne s'encombrèrent pas de tels scrupules. Tamaris rit de plus belle, 3 adversaires au lieu d'1. Voilà qui ne changeait pas grand-chose à l'affaire. Il anticipait sans difficulté tous les mouvements de cet imbécile, et d'espèces marines qui se battaient à ses côtés. Il esquivait aisément les haches et épées tronçonneuses, ainsi que les lames étincelantes d'une superbe vouge énergétique. Il marqua une pause, modifia sa posture de quelques millimètres et se fendit. Sa lame vint transpercer la jointure souple située contre le gorgerin et le plastron de l'armure du World Eaters. Tamaris mit à profit l'élan de son adversaire pour le soulever de terre et l'amener sous la trajectoire de la hache tronçonneuse de son maître. Un geyser de sang et d'équilles d'os éclaboussa la zone. Tamaris fit un pas en arrière pour esquiver le jet nauséabond et élimina le second garde du corps du seigneur de guerre d'une estoque parfaitement placée au niveau du sternum. Il se permit le luxe de profiter de l'étincelle d'incrédulité qui traversa les yeux du guerrier quand ce dernier réalisa qu'un millier d'années de cruauté et de fureur prenaient fin sous le coup de la lame esquisse. Puis il retira son épée et recula davantage. La lueur dans les yeux de son adversaire s'éteignit. Tamaris ajusta sa posture, vit le seigneur de guerre faire de même, sa hache en garde basse. Les genoux de son armure cabossée pliés pour adopter la position classique du guerrier et rabassé sur lui-même. Le World Eaters l'étudiait, comme si le simple fait de l'observer faisait de lui son égal. « Est-ce que tu as offert ton propre crâne à ton dieu du sang, cervelle incluse ?» demanda Tamaris. Il leva son épée en garde haute, les flammes qui nimbaient la pointe firent danser des ombres sur le visage déformé, lui donnant l'aspect d'un masque de théâtre. Ou bien as-tu été choisi pour ta stupidité avant même que ton génocide ne plante ses clous de fer dans ton crâne vide? Il fut déçu par la réaction du World Eaters. Tamaris avait espéré provoquer un hurlement enragé, une charge brutale, mais apparemment cette créature semblait posséder un minimum de maîtrise de soi après tout. Espèce de freluqué, gronda la bouche difforme, bouffon sautillant, fils d'une légion d'esclaves et de ratés. Tamaris se fendit et enfonça sa lame dans la bouche ouverte du guerrier de corne. Pas par colère bien sûr, mais parce que l'opportunité était trop belle pour être ignorée. La pointe de l'épée perfora l'arrière du crâne du World Eaters dans une brume de sang et de fluide corporel. En repensant à cet épisode ultérieurement, il ne se souviendrait que de cette sensation. D'un moment parfait, la compréhension absolue de l'angle précis sur lequel il fallait frapper. Il enfonça sa lame un peu plus, les yeux rivés sur ceux du seigneur de guerre, jusqu'à ce que les quillons finissent par étirer la bouche en un rectus narquois. D'un coup de pied, il fit sauter la hache des mains de son adversaire. « Mon frère, dit Tamaris en secouant la tête, tu aurais pu être tellement plus. Si ses yeux avaient pu produire des larmes, le sort de ce guerrier pathétique aurait pu lui en tirer quelques-unes. » Les yeux écarlates lui rendirent son éclat. Tamaris essaya de retirer sa lame, mais les dents du World Eaters enserraient fermement le métal. Elle se fissurait et carbonisait sous l'action du champ énergétique de l'arme, mais le World Eaters parvenait malgré tout à maintenir son emprise. Une immense main bardée de métal se referma sur celle de Tamaris, écrasant la céramique contre la garde de l'épée. Tamaris jeta un regard désespéré à son épée. Il se demanda si le champ énergétique avait cessé de fonctionner, mais la rune d'activation brillait d'un éclat émeraude. « Tu es faible !» Ces mots jaillirent de la gorge du World Eaters en gargouillis rauques. C'était impossible, assurément, étant donné les dégâts subis par sa bouche et son gosier. Sans parler du champ de force qui carbonisait son crâne à l'intérieur. Et tant que tu n'auras pas entrevu le chemin qui mène à la gloire, leur visage était tout proche désormais, si proche que le champ de force aveuglant de sa propre épée surchargeait l'essence de sa visière, si proche que le remucle de chair avarié empestait sous son casque. La bouche hérissée de dents fracassées s'ouvrit en grand comme pour engloutir Tamaris. Tu seras toujours faible, acheva le World Eaters. La tête du suppôt de corne explosa dans une corolle de lumière violette. L'étau implacable qui enserrait le poignet de Tamaris se relâcha et son épée fut libérée. Le soulagement et la confusion furent rapidement balayés par une sensation désagréable. L'éclat arcanique ne pouvait provenir que d'une seule source. On dirait que j'arrive à temps. Malévole, le sorcier émergea des ombres d'un pilier brisé et épousseta sa robe pourpre et or finement ouvragée.
des pans de velours épais tombaient des épaulettes de son armure énergétique, encadrant l'Aquila palatin qui bardait son plastron comme des rideaux dévoilant la scène d'un opéra majestueux. Ses longs cheveux noirs étaient plaqués sur son front d'albâtre par une fine couronne d'or offerte, disait-on, par le Phénicien en personne, avant de cascader sur des spaliers en vague ébène. Une amulette, en os gravé de symboles arcaniques, était accrochée à son cou par une chaînette en adamantium. De la fumée violette flottait en velouté paresseux autour de ses pieds, emplissant l'air d'une odeur d'encens capiteuse. Seigneur sorcier, fit Tamaris en faisant tomber les vestiges de la dépouille qui s'accrochait encore à son armure avant de se redresser. « Que me vaut le plaisir de ta visite ?» Je savais qu'il était vain d'espérer des remerciements de ta part, fit Malévole, en levant la main en un geste théâtral pour prévenir toute interruption. Je ne doute pas un seul instant que la situation était parfaitement sous contrôle. Le silence tomba sur le champ de bataille. Tamaris laissa son irritation transparaître derrière le vernis courtois qu'il arborait habituellement. « Viens-en au fait, lâcha-t-il. Pourquoi es-tu ici ?» Un sourire étira le magnifique visage du sorcier, mais il n'y avait aucune joie dans ses yeux de jet. « Ne suis-je pas le bienvenu parmi mes frères de la troisième ?» Tamaris attendit, la mâchoire crispée. « Je suis porteur d'un message, déclara Malévole, après un long silence, sa tête gracieuse penchée sur le côté. Notre Seigneur souhaite s'adresser à sa légion. Nous sommes tous appelés à le rejoindre à bord du Vexation, son vaisseau de guerre. Le Vexation, notre Seigneur dispose d'un nouveau vaisseau amiral. Le nom de ce bâtiment ne lui disait rien, et il était surpris que son génocide l'ait choisi. Il pensait que Fulgrim était à un stade où il n'avait plus besoin d'un vaisseau amiral. Le Pride of Emperor avait été la forteresse du Primarque, son foyer pendant l'hérésie. Existait-il encore? Flottait-il à la dérive dans le vide spatial? Ses coursives désertes? Était-il devenu le quartier général de quelques seigneurs de guerre insignifiants? Fulgrim ne semblait pas s'en soucier. Pas vraiment, s'esclava Malévole. Le Vexation lui est d'une certaine utilité pour l'instant. Un sourire illumina son visage d'une manière fugace. Son ancien propriétaire n'en a plus besoin après tout, ajouta-t-il. Tamaris tenta de masquer sa surprise. Fulgrim, le primarque convoquait rarement ses fils génétiques. Il les laissait emprunter leur propre chemin pour atteindre la perfection, pendant que lui s'intéressait à des sujets dignes d'un être de son rang. Tu es son garçon de course à présent, Malévole? C'est un insigne honneur que notre Seigneur te fait là. Tout devoir accompli au nom de notre Seigneur est un privilège, rétorqua le sorcier, dont les joues s'empourprèrent et les yeux s'embrasèrent d'une étincelle courroucée. Servir est un honneur en soi, Marduk Tamaris. Tamaris désactiva le champ de force de sa lame et essuya le métal mutilé avec un pan de sa robe. Et pour quelle raison le Seigneur Fulgrim nous convoque-t-il en sa présence transcendantale? Ton devoir consiste à obéir et pas à poser des questions, transgresseur, rétorqua Malévole en arquant un sourire gracile. Sois présent ou abstiens-toi, le choix t'appartient. De toute façon, je ne pense pas que ton absence éprouverait grand monde. Tamaris ne releva pas la pique. Un frisson lui parcourut l'épiderme. Le simple fait de recevoir une telle convocation était en soi grisant. Se retrouver en présence de son divin seigneur pourrait lui procurer un plaisir presque insupportable. « Perfecti » lança-t-il d'une voix qui transperça le maelstrom comme une lame acérée. « Notre Seigneur nous appelle à ses côtés. Préparez-vous car le Vexation nous attend. » Il se tourna vers Malévole. « Voyageras-tu avec nous, sorcier ?» ajouta-t-il. « Je serai ravi de t'offrir l'hospitalité de notre vaisseau. » « Je ne pense pas, non, » répondit l'intéressé avec un éclat de rire amer. « Je préfère braver le warp plutôt que de mettre le pied sous cette abomination piquetée de rouille que tu appelles un vaisseau spatial. » Il leva la main droite, prononça un mot de puissance et une particule de lumière violette apparut en l'air devant lui. Le halo enfla et finit par avaler le sorcier tout entier, y compris son armure énergétique. « À ta guise, dit Tamaris avant de se retourner vers Vennakar. Ordonne au capitaine du vaisseau de faire descendre les cotres de combat, de toute urgence. »« Nous nous reverrons, transgresseurs, dit Malévole en pénétrant à l'intérieur du portail, nimbé d'un halo immatériel.
L'espace d'un instant, Tamaris crut voir quelque chose évoluer dans la lumière violette. Des mains d'Ifan qui se tendaient vers le sorcier avec une avidité infinie. Des silhouettes incongrues qui apparurent fugacement et sautillaient dans les ténèbres. Leurs membres étirés au-delà des limites de la biologie humaine. Puis le portail se referma comme les paupières d'un œil inhumain et s'évanouit totalement. Ce vieil imbécile a toujours eu le sens de la mise en scène, ironisa Vennakar. Il donna une tape sur l'épaule de Tamaris et le boulet d'humiliation qui avait enserré les entrailles du chevalier commandeur se dénoua quelque peu. Cela doit te bouffer de l'intérieur, poursuivit son second, d'avoir été le favori de notre génocide et de se retrouver délégué au simple rôle de messager. Tamaris posa un regard conscrit sur les ruines calcinées du sanctuaire 2 fois profané. Il n'y aurait pas de reconsécration aujourd'hui, pas de festin organique, pas de souffrance estatique, dédié à la dame de la douleur et du plaisir. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Vennakar réaffermit son étreinte sur l'épaule de Tamaris et le secoua gentiment. « Viens mon frère, si notre Seigneur juge bon de nous convoquer, nous pourrons certainement nous saisir d'une opportunité. Seuls les faibles perdent leur temps à ressasser le passé. » Tamaris acquiesça lentement. Vennakar avait raison. Le passé n'était rien, seul le futur renfermait la perfection. Chapitre 2. Johannes Berengar des Black Templars était en train de prier quand il reçut la vision. La tête baissée devant la grande statue dorée de l'empereur Dieu qui trônait dans la chapelle du croiseur de bataille, ses mains engoncées dans des gantelets de céramique noire, en serrant la pomme de son épée à 2 mains. En une fraction de seconde, le monde changea. Disparut la chapelle et ses piliers de marbre gris, le plafond voûté et les chérubins aux yeux vides avec leurs parchemins votifs. Disparut les colombes mécaniques qui chantaient avec des voix presque humaines. Disparut les rangs de guerriers proclamant leur dévotion sous l'œil vigilant du chapelain. Ils se tenaient désormais au milieu d'un champ de bataille qui s'étirait d'un horizon à l'autre. Des trompettes entamaient une fanfare digne de la fin des temps. L'armure qu'il portait n'était pas la sienne, pas plus que la lame noircie par les flammes de la forge attachée à son poignet par des chaînes de fer. Rubis écarlate serti dans la garde reflétait les cieux embrasés et fragmentés, sa silhouette casquée en un millier de motifs évoquant les cases d'un plateau de régicide. Une lumière dorée aveuglante envahit son champ de vision. Des femmes vêtues de tenues scintillantes volaient au-dessus de lui, portées par des ailes de métal. Leurs réacteurs dorsaux laissant dans leur sillage des nuages d'encens. Des guerriers saints marchaient à ses côtés. Certains arboraient les mêmes couleurs que lui, mais leurs tabards recouvraient des armures de facture plus anciennes. Et puis il y avait le primarque lui-même, silhouette colossale, parée d'une armure aussi étincelante que le soleil, marchant à la tête de son hoste de guerre. Berengar pressa le pas pour ne pas se laisser distancer. Toutes les fibres de son être ne rêvaient que d'une chose, verser le sang aux côtés de son génocide. « Mon fils !» La voix retentit si fort dans son crâne qu'elle bannit toute autre pensée. Est-ce Dorn qui s'adressait à lui, ou bien Sigismund, le premier grand sénéchal de son chapitre? Quelle main l'avait arraché à ses prières pour l'amener ici, sur ce champ de bataille éternel? Cette autre vie était déjà en train de s'estomper en nuances de gris insignifiantes. La raison de sa présence ici n'avait plus d'importance. Il n'y avait que le fracas des tambours de guerre, le chant exaltant des trompettes et le sang des hérétiques versés au nom de l'empereur Dieu. « Je ne vis que pour vous obéir, Seigneur » s'écria-t-il. L'ennemi était proche désormais, horde informe de silhouettes mouvantes qui se transformaient progressivement en une masse de chair inhumaine, ondulante, parodie de corps humains, avant de perdre de nouveau toute cohérence. La lumière jouait sur cette masse en vagues iridescentes. Une joie soudaine et féroce enfla dans le cœur de Berengar. « Mon guerrier !» Cette voix retentissante, cette voix assourdissante qui était indubitablement divine. Il balaya une vague de silhouettes bondissantes avec l'immense épée noire, taillant des chairs aussi dépourvues de substance que l'air, fauchant ses ennemis dans un geysser d'icor violet. La lumière dorée le recouvrait comme une bénédiction. Elle emplissait non seulement ses yeux mais son âme aussi.
Elle réchauffait le sang dans ses veines. Elle était un fanal, un guide. Elle se focalisa en un point précis du champ de bataille et prit la forme d'une silhouette qui refusait de se cantonner à des contours définis. C'était une incarnation sans visage qui semblait perdre sa cohérence à chaque fois qu'il essayait de la fixer directement du regard. Les désengendrés composaient un océan infini. Les fils de Dorm étaient des guerriers hors pair, mais à chaque fois qu'ils abattaient un adversaire, une dizaine d'autres prenaient sa place. Du coin de l'œil, il vit le premier de ses frères vaciller, puis tomber, puis un autre, et un troisième entrait au sol et massacré par d'innombrables mains crochues. L'abomination, informe au centre de la ligne de front, rejeta la tête en arrière et partit d'un grand éclat de rire mélodieux. Pas de pitié! Est-ce Dorn qui avait poussé ce cri de bataille? Berengar ajouta sa voix au rugissement qui répondit à son appel. Pas de remords, pas de quartier. L'abomination informe écarta les bras comme pour les accueillir. Avec la lucidité que confèrent les rêves, Berengar se rendit compte que ce qu'il avait pris pour une silhouette à taille humaine était 3 fois, 4 fois plus grande. Non, 10 fois, 12 fois plus grande que lui. Elle le surplombait, ses bras écartés munis de lames. Elle continua de s'élever en déployant un abdomen ophidien. Véritable pilier de chair et d'écailles, là auraient dû se trouver ses jambes. Un visage à la beauté irréelle le fixait, un sourire étincelant sur les lèvres. Mon champion. La voix lui vrilla le crâne une fois de plus et des flammes parcoururent ses veines. Un guerrier émergea des rangs, resplendissant dans une armure de la 3e Légion. Une épée nimbée d'un anneau violet à la main. Son identité était masquée par un homme doré surmonté d'un panache magnifique. La visière, sculptée, représentait un visage à la fois cruel et superbe. Le champ de bataille reflua autour de lui, même la silhouette monstrueuse finit par s'estomper dans l'esprit de Berengar. Le maître lame leva son épée avant de l'abaisser en un geste vif pour le saluer à la manière des duellistes. « Mon frère, dit-il, ce traître était une injure envers tout ce qui était sacré. L'empereur Dieu était avec lui, son devoir était clair. Johannes Berengar saisit l'épée noire à 2 mains, la ramena en arrière et frappa d'estoc, droit vers le cœur de l'ennemi. Le monde avait perdu ses couleurs quand il réouvrit les yeux. Après les flammes aveuglantes du champ de bataille, le monochrome austère des tenues portées par les guerriers des temps anciens, la réalité lui parut une bien pâle imitation. Tout lui semblait rabougri comparé à ce qu'il venait de vivre. Berengar cligna des yeux, les derniers scintillements rémanant de sa vision s'estompèrent, remplacés par la lueur vacillante d'une bougie qui se reflétait dans l'armure de la silhouette imposante qui se dressait devant lui. « Mon frère !» La voix lui était familière, mais il fallut quelques secondes à Berengar pour l'identifier comme étant celle de son castellan, même si quelques heures à peine s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'ils s'étaient parlé. Il battit à nouveau des cils, secoua la tête et se releva, les cerveaux moteurs parfaitement huilés de son armure, conférant à ce geste une grâce qu'il n'éprouvait pas. D'autres étaient présents dans la chapelle, les frères de bataille avec lesquels il avait commencé à prier ce jour-là, rassemblés derrière le castellan et le chapelain au casque orné d'une tête de mort. Berengar ouvrit la bouche pour s'excuser de son oisiveté, mais ses lèvres et sa langue en décidèrent autrement, comme muets par une volonté propre. Le creuset lâcha-t-il d'une voix rauque en s'agenouillant à nouveau. Le castellan Garian fronça ses sourcils blancs et plissa ses yeux d'un vert perçant. Le creuset, répéta-t-il. Qu'entends-tu par là? Berengar passa sa langue sur ses lèvres desséchées. Sa gorge était en feu et il avait l'impression que son crâne était rempli de coton. La glorieuse lucidité de sa vision s'était envolée. Là-bas, il avait été un demi-dieu au milieu d'autres demi-dieux. Ici, il n'était qu'un simplet, incapable d'aligner 2 mots. Il venait de se couvrir de ridicule devant l'homme dont la vie comptait plus pour lui que celui de quiconque dans l'Imperium. « Un monde, répondit-il, un champ de bataille où nous livrerons la guerre à venir. » Il le voyait parfaitement dans son esprit, aussi clairement que si l'orbe couleur de plomb tournoyait dans le vide de l'espace devant lui. « Dorn en personne était là, reprit-il, et ce souvenir le fit frissonner.
Je me suis battu à ses côtés sous le regard des anges bénis de l'empereur Dieu. Tu t'es battu avec Dorm, l'interrompit Gariane, une étincelle fervente au fond des yeux. Il devait s'agir d'un adversaire puissant alors. Nous affrontions les désengendrés et d'espèces marines hérétiques. L'image de l'horrible silhouette à l'abdomen ophidien s'imposa de nouveau à ses yeux. Les longs cheveux blancs, le visage à la beauté impossible et l'armure violette, liserée d'or. Et avec eux, poursuiva-t-il, un ennemi tout droit sorti des mythes, le primarque de la 3e Oni, Fulgrim. Debout mon frère, intima le Castellan. Berengar leva les yeux et saisit le gantelet tenu par Gariane, qui referma la main autour de la sienne pour l'aider à se relever. Cette vision est un miracle, décréta le Castellan. Tu as été béni. Le silence tomba dans la chapelle. Un sentiment d'anticipation presque tangible envahit l'air. Berengar se tenait debout tête baissée. Il s'accrochait aux ultimes vestiges de sa vision qui lui glissaient entre les doigts. À cet instant précis, il aurait échangé toutes les années de la longue existence qui s'offrait à lui pour pouvoir se battre un jour aux côtés de son primarque. Fils de Dorn, tonna Gariane d'une voix pleine de conviction qui résonna dans toute la chapelle, rebondit sur le plafond voûté et fit trembler les dalles de pierre. Par le serment et par le devoir, notre chemin est désormais tracé. Nous devons nous joindre à notre frère béni, le servir et l'assister dans sa quête sacrée, contempler le champion de l'empereur Dieu. Pendant quelques secondes, Berengar ne put que rester figé sur place, sonné par l'énormité de l'honneur qui venait de lui être fait. L'un après l'autre, tous ses frères se mirent à genoux. Il était le champion de l'empereur Dieu. C'était impossible, inconcevable. Et pourtant, c'était un fait aussi immuable que la forteresse de Sainte Terra elle-même. Je ne vous décevrai pas, songea-t-il. Ni vous, ni mes frères, ni vous, mon Castellan. Mais par-dessus tout, empereur Dieu, je me montrerai digne d'être votre serviteur. Fin de cette lecture de Fulgrim le Fils Parfait, en attendant que je vous lise la suite. Si vous souhaitez discuter ou partager autour de notre passion commune pour ces univers fictionnels, je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Sur ce, bonne soirée à vous. Et si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. La suite, très bientôt.